Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous. Je suis votre animatrice Megan Enriquez. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce qu'on appelle la paralysie d'analyse? Vous savez, quand on est incapable de prendre une décision, soit parce qu'on réfléchit trop, soit parce qu'on a peur de faire le mauvais choix. Ça arrive souvent quand on a une grande quantité de données à prendre en compte. Pour les investisseurs, ça peut être au moment de choisir des actions à dividendes. Parce que oui, des actions qui distribuent des dividendes, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup qui, à première vue, pourraient sembler adaptés au portefeuille. Un investisseur débutant pourrait appliquer un filtre, voir des centaines de correspondances obtenues et figer sans trop savoir quoi faire ensuite. Par contre, un investisseur chevronné saura y voir plus clair. Il aura développé des critères qui lui permettent d'affiner sa recherche pour ne garder que ce qu'il croit être les meilleures options pour son portefeuille. Et on va justement s'intéresser à l'approche d'un investisseur chevronné. J'accueille en effet Mike Héroux, fondateur de Dividend Stocks Rock. Il fait des placements axés sur la croissance des dividendes depuis longtemps et il a mis au point ce qu'il appelle le trio de facteurs influents sur les dividendes qu'il applique au début de ses recherches. Il a présenté en détail dans un de nos webinaires précédents que je vous invite à visionner si ce n'est pas déjà fait. Il va maintenant nous dire comment il s'y prendre pour dénicher les meilleures options quand il y a beaucoup de possibilités. Merci de prendre le temps de revenir nous voir. Bonjour Megan. C'est un plaisir. J'ai rarement l'occasion de pouvoir parler en français dans mon métier, donc ça fait du bien de revenir aux racines en même temps. Ah, parfait, on est tellement heureux de vous avoir aussi. Alors, pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas vu notre webinaire précédent, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a amené à lancer Dividend Stocks Rock? Oui, en fait, j'ai toujours aimé les chiffres de l'âge de 8 ans. En fait, je voulais devenir comptable. Et rendu à l'université, je me suis rendu compte que la comptabilité m'intéressait pas tant que ça. Aligner des colonnes de chiffres, c'était pas exactement dans mon domaine. La vie m'a amené à finir avec un double bac en marketing et en finance. Et j'ai commencé ma carrière comme analyste au niveau du crédit. Puis, à force de travailler avec des planificateurs financiers, j'aimais beaucoup le marché. Donc, je suis devenu planificateur financier juste un peu avant la crise financière en 2007. Et puis, à ce moment-là, déjà, j'avais quelques sites web de côté que j'aimais bien juste pour comme avoir un petit sideline. Et de fil en aiguille, je m'intéressais beaucoup à l'investissement, je m'intéressais beaucoup au placement et j'ai acheté un blog, de Dividend Guy Blog, en 2010. Donc, un peu après la crise. Là, j'étais en train de faire ma maîtrise. J'avais deux enfants, deux jeunes enfants. J'avais plus nécessairement le temps de passer 3-4 heures par jour à regarder le marché. J'étais très actif à ce moment-là pour transiger, mais là, j'ai besoin d'avoir une stratégie un petit peu plus tranquille qui va avoir des bons résultats, mais qui va pas nécessairement me gruger autant de temps à chaque semaine. Et c'est là que j'ai acheté le blog sur les dividendes. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus sur la croissance des dividendes. Et 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, en 2013, j'ai lancé Dividend Stocks Rock. Toujours en étant planificateur financier, donc j'ai gardé ça pendant une dizaine d'années. Et en 2016, j'ai décidé de prendre une pause. Pause de la banque, pause de ma carrière. On a tout mis de côté, moi, ma femme et mes 3 enfants. On est parti en VR et puis on est parti faire le tour de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale. Et pendant ce temps-là, ben, je communiquais de plus en plus avec mes membres et j'ai réalisé à un moment donné qu'à la place de pouvoir aider 200-300 clients en étant banquier privé à l'époque, ben, je pouvais aider des milliers de personnes avec un site qui va pouvoir aider les investisseurs autonomes à faire des choix avec plus de confiance, plus de, d'intérêt dans les titres qu'ils vont prendre. Et c'est un peu ça, de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que la majorité des investisseurs autonomes vont arriver dans cette espèce d'entonnoir où est-ce que ils sont intéressés par plusieurs entreprises. Ils savent pas laquelle est le meilleur choix pour leur portefeuille. Ils savent pas si c'est le bon timing, si c'est le bon secteur. Là, on commence à regarder les chaînes YouTube, on écoute des podcasts, on lit des entrevues, puis on est juste plus confus à la fin de la journée parce qu'on a plein d'informations qui se contredisent.
plein d'analystes qui vont dire on achète, plein d'analystes qui vont dire on vend. Puis à un moment donné, c'est très, très difficile si on n'a pas un processus qui est clair et simple à suivre avec des étapes vraiment faciles identifiables pour pouvoir faire ce genre d'achat-là. Donc, à la fin de mon voyage, je décide de quitter la banque et puis travailler à temps plein sur Dividend Stocks Rock depuis 2017. Donc maintenant, on a plus que 3000 membres actifs, tous des investisseurs autonomes, peut-être 65% canadiens, 35% américains. Donc on couvre les deux marchés parce qu'il y a énormément de choix. Et notre objectif, c'est vraiment ça. C'est d'aider les gens à faire des choix avec plus de confiance pour qu'ils puissent justement profiter de leur retraite avec le sourire. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez dit, les investisseurs autonomes, ils ne savent pas nécessairement où aller parce qu'il y a tellement d'informations. Alors, si on commence, pouvez-vous nous parler un peu de votre approche des placements et de ce qui vous amenait au placement à dividendes? Oui, donc premièrement, grosse différence entre quelqu'un qui cherche seulement des dividendes et moi je me caractérise comme quelqu'un qui focus sur la croissance des dividendes. Donc en anglais on dit dividend growth investor. La différence c'est que quelqu'un qui va investir dans les dividendes va chercher un revenu et des fois il va se faire piéger en prenant des entreprises qui vont donner un très 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 haut rendement de dividendes, des 7, 8, 9%. Mais malheureusement, si l'analyse est pas bonne, puis encore aujourd'hui, on est dans un monde où est-ce qu'il n'y a pas vraiment l'entreprise qui devrait être justifiée de payer un 7-8% de dividendes. Souvent, ces dividendes-là sont un peu plus risqués. Des fois, on va avoir une coupure dans le dividende, donc l'entreprise va avoir des problèmes de gestion. On parle d'inflation, de haut taux d'intérêt. On a plus, peut-être potentiellement une récession également. Donc, ces entreprises-là, quand on a un boom économique, tout va bien. Quand on rencontre des difficultés comme ça, éventuellement, ils pourraient penser à couper leurs dividendes. Et à ce moment-là, ben, on souffre d'une perte de revenus, puis aussi, on souffre aussi d'une perte de capital. Quand il y a une annonce de dividende qui est coupée, c'est certain que le titre va aussi écoper. Donc, à la place, moi, je focus vraiment sur la croissance des dividendes en me disant, si une entreprise est capable d'augmenter sa distribution à chaque année, ça veut dire que c'est une entreprise qui a un bon bilan, qui a plusieurs façons de grossir son entreprise, soit par des acquisitions, soit par de l'innovation, parce qu'ils ont des bonnes marges de profit. Et dans le fond, une entreprise qui est en santé, qui est en croissance, ben, elle va me donner ce signal-là en augmentant son dividende. Et c'est aussi un gros signal que les gestionnaires en place, l'équipe de gestion, elle est en confiance. Parce que le paiement de dividende, c'est un peu comme une dette à payer pour l'entreprise. Donc, tout le monde s'attend à ce que ce dividende-là soit payé. Donc, si à chaque année, on l'augmente, ben, on envoie le message au marchand en disant ben, notre entreprise est en santé et puis on a les moyens non seulement de payer le dividende aujourd'hui, mais de l'augmenter à chaque année dans le futur. Donc, on sait qu'on va faire plus de ventes et plus de profits. Merci. Je pense que ça aide beaucoup parce que des fois, quand on voit des dividendes hautes comme 6-7 on peut être penché à penser que c'est une bonne investissement, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ça a l'air que plus qu'il y a une croissance, plus ça peut être un bon investissement. Alors, la liste des sociétés qui distribuent des dividendes est très longue. Certains investisseurs pourraient être tentés d'investir dans beaucoup d'entre elles. Pourquoi pensez-vous que cette stratégie pourrait être contre-productive? Ben, à un moment donné, si on prend l'exemple des banques canadiennes que tout le monde connaît très bien, ben, on a 5 grandes banques américaines, pas américaines, mais dans le Canada anglais et quelques autres banques comme la Banque nationale, Canadian Western Bank, la Banque Laurentienne, qui sont un peu plus petites. Mais si on achète 6, 7, 8 banques, est-ce qu'on augmente la diversification de notre portefeuille? Pas vraiment. L'autre chose aussi, c'est que si on commence avec certains filtres, peu importe les données financières qu'on recherche, comme moi, je travaille beaucoup avec ce que j'appelle rapidement, c'est le triangle des dividendes. Donc, je vais regarder la croissance des revenus, la croissance des profits par action et la croissance du dividende. Mais souvent, si je mets ces critères-là de base dans un outil de recherche, ce que je vais trouver, c'est un secteur en particulier qui va très bien. Donc, imaginons que toutes les banques vont très bien présentement, mais ils vont tous montrer des croissances de revenus, des croissances de profits et des croissances de dividendes. Mais si j'achète 5 ou 6 banques, finalement, ce que je fais, c'est que j'augmente la surface de mon portefeuille qui va être exposée au même risque. Donc, si on a un crash immobilier, par exemple, ben, toutes les banques ont des hypothèques, toutes les banques vont souffrir de ce problème-là. Mais à ce moment-là, moi, ma diversification, je dis 7 banques dans mon portefeuille,
ben, j'ai 7 fois plus de risques d'être touché, puis ils vont souvent bouger en même temps. Si on regarde le secteur d'énergie depuis les 2 dernières années, toutes les données financières sont excellentes. Donc, c'est sûr, le prix du pétrole a augmenté, donc ça génère plus de revenus, ça génère plus de profits. Il y a plusieurs entreprises qui ont commencé ou ont augmenté leurs dividendes. Donc, on a l'impression, ah, je vais investir tout mon argent dans ce domaine-là parce que ça va bien. Sauf que la journée que le baril de pétrole va descendre, ben, toutes les entreprises vont subir le même sort. Donc, c'est important d'être capable de prendre, moi, ce que j'aime faire, c'est de prendre les meilleurs titres de chaque secteur et d'avoir peut-être 8, 9 secteurs dans mon portefeuille, des secteurs avec lesquels je suis confortable, que je comprends bien, que je suis à l'aise aussi. Parce que quand les titres descendent, souvent on panique. Et on panique pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas pourquoi un titre descend. Donc, si on est capable de comprendre un peu l'industrie, de savoir comment l'entreprise va pouvoir s'en sortir aussi s'il y a des difficultés, ça va être beaucoup plus facile, on va être beaucoup plus calme face aux fluctuations du marché dans notre portefeuille. Alors, pour vous, construire un portefeuille de dividendes, c'est comme bâtir une équipe sportive capable de gagner un championnat. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette analogie? Ben on l'a vu, c'est certain, je suis un fan du Canadien, donc on peut voir la petite la petite poupée russe en haut. Ben en fait, le problème, c'est qu'on peut pas gagner un championnat avec simplement un excellent gardien de but ou juste une excellente défense. On a aussi besoin d'avoir des bons ailiers, des bons centres. On a besoin d'avoir un amalgame. Mais quand je regarde mon portefeuille, c'est un peu ça. Donc, je vais avoir des entreprises qui sont très solides, un peu plus matures, qui bougeront pas tant que ça pendant une récession, mais qui vont pas nécessairement non plus augmenter mon rendement de portefeuille d'une façon exponentielle. Donc, ces entreprises-là, c'est vraiment ma défense, mon gardien de but, qui vont créer une certaine stabilité. Je vais aller chercher des bons dividendes avec ceux-là, des croissances de dividendes un petit peu plus modestes peut-être, qui vont suivre peut-être un 3-4 année après année. Mais je sais que ces entreprises-là, dans 10 ans, vont être encore en business, qui vont être encore en train d'offrir les mêmes services. On peut penser à des distributions d'électricité, par exemple, des compagnies comme ça. Ben, c'est certain que si aujourd'hui on a besoin d'électricité, ben, les chances, c'est que dans 10 ans, on va encore besoin d'avoir l'électricité. Donc, si on prend une bonne entreprise qui est capable de passer en travers les dernières récessions, ben ça va vraiment être une entreprise qui va être de façon plus stable, plus défensive, parce que certainement, on ne va pas s'imaginer que du jour au lendemain, on va quadrupler notre consommation d'électricité. Donc, ce n'est pas nécessairement des entreprises qui vont exploser. Donc, pour ceux-là, ce que je vais regarder un peu plus, c'est des titres qui vont avoir des dividendes un petit peu plus bas en termes de rendement de dividendes, donc un 1%, 2%, mais qui vont avoir une plus grande croissance. Donc, l'entreprise utilise la majorité de ses fonds pour financer sa croissance. Ça peut être par des acquisitions, ça peut être dans l'investissement dans la recherche et développement, ça peut être dans du marketing, mais l'argent, le premier lieu, va pas nécessairement en dividende, elle va dans la croissance. Donc ça, ceux-là, c'est plus mes attaques. Par contre, on le sait, hein, même dans les meilleurs scoreurs dans la Ligue nationale de hockey, ils sont pas nécessairement reconnus pour leur côté défensif. Donc, s'ils ratent leur lancer, ils pourraient être les derniers à revenir dans leur zone. Donc, quand on arrive dans des marchés qui bougent un petit peu plus, ben ceux-là, ils peuvent également nous faire perdre un petit peu plus d'argent de façon temporaire. Ils vont avoir des titres qui vont avoir une plus grande variabilité au niveau des valeurs. Alors, je pense que ça aide beaucoup de comprendre qu'il faut éviter d'être concentré dans un secteur et de vraiment diversifier le plus que possible. Alors, vous suivez un processus en 6 étapes pour dénicher les actions à dividendes les plus prometteuses dans chaque secteur. On va parler de chaque étape en prenant 2 sociétés comme exemple pour illustrer vos critères. La première étape, c'est de sélectionner les sociétés en fonction de votre trio de facteurs influents sur les dividendes. Alors, quels sont les 3 facteurs qui composent ce trio et pourquoi croyez-vous qu'ils sont révélateurs? Donc, le trio, c'est simple, c'est les revenus, la croissance des revenus sur 5 ans, croissance des profits par action sur 5 ans aussi et croissance des dividendes sur 5 ans. J'aime le nombre, mais j'aime aussi regarder la tendance. Donc, si on voit une entreprise qui augmente rapidement son dividende les 2 premières années, puis qu'après ça, on est à 1 ou 2 c'est un petit peu moins tentant que d'avoir vraiment une entreprise qui l'augmente de 6 chaque année et ça fait un bel escalier, c'est très lisse. Même chose pour les revenus, même chose pour les profits par action. La combinaison des trois, ben, c'est pour, pour voir si une entreprise, a des vecteurs de croissance, qui va être capable de justement générer plus de ventes.
Mais je veux pas juste une compagnie qui génère des ventes, je veux aussi une entreprise qui est capable de générer des profits. Et spécialement présentement quand on considère justement les intérêts qui augmentent, taux d'inflation qui est là, on veut avoir une entreprise qui a des bonnes marges de profit, qui est capable d'avoir un peu de pouvoir au niveau de son prix, d'être capable d'augmenter son prix et quand même de soutenir des ventes. Donc, c'est un bon test pour ces entreprises-là. Et quand on a trouvé une entreprise qui génère de plus en plus de ventes et de plus en plus de profits, ben, ultimement, devrait aussi partager un petit peu cet argent-là avec les actionnaires, donc croissance des dividendes. Là, on a vraiment un trio qui nous permet d'avoir des entreprises qui sont solides, qui devraient être capables de facilement passer à travers une récession ou à travers des hauts taux d'intérêt ou peu importe ce que le marché va nous apporter dans les dans les prochains mois ou dans les prochaines années. On a des entreprises qui sont très en santé et qui vont être capables de justement pouvoir saisir ces opportunités-là quand l'économie va un peu moins bien pour peut-être acquérir un compétiteur ou consolider ses parts de marché. Mais ça va vraiment nous permettre de réduire aussi le choix de multiples entreprises, peu importe le secteur qu'on regarde, à quelques candidats seulement, surtout si on regarde ceux qui ont été capables de maintenir des croissances. Compte tenu de la pandémie, compte tenu qu'en 2018, on a eu un petit marché baissier en même temps. Donc, on a deux marchés baissiers à l'intérieur des 5 dernières années. Une entreprise qui a hâte de passer à travers ça, déjà, on est sur la bonne voie pour avoir des titres de qualité dans notre portefeuille. Merci beaucoup. Alors ça, c'était pour la première étape. La deuxième étape de votre processus consiste à réduire la liste en ne gardant que les sociétés qui ont un modèle d'affaires simple. Pourquoi c'est important pour vous? Ben, c'est super important d'être capable de comprendre. Moi, j'aime ça expliquer à mes membres à DSR de dire si vous n'êtes pas capable d'expliquer un modèle d'affaires à un enfant de 12 ans, ben, vous ne le comprenez pas vous-même. Si vous n'êtes pas capable de le simplifier. Et parce il y a des entreprises qui peuvent être extrêmement complexes à comprendre. Et si on ne les comprend pas comme il faut, on n'est pas en mesure de bien analyser les chiffres, on n'est pas en mesure de bien analyser les menaces ou les opportunités pour ces entreprises-là. Donc, c'est un peu comme y aller dans le brouillard. Et je pense pas qu'en investissement, c'est une bonne chose. Et il y a tellement de choix. Prenez les secteurs ou les industries que vous comprenez, que vous connaissez bien et que vous êtes à l'aise. Vous allez avoir amplement de choix à l'intérieur de ces industries-là et pour bâtir un portefeuille complet, mais au moins vous allez être en mesure de savoir un peu qu'est-ce qui va se passer en fonction des données qu'on voit. Ben, si on se dit, ah, on voit que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, ben, faut que je sois capable de décrire, ah, ben, ça va avoir tel genre d'impact sur cette entreprise-là que je vais acheter. Si je le sais pas, ou si je suis surpris, ah ouais, il y a certaines entreprises qui peuvent, ils peuvent vraiment bénéficier d'un marché où les taux d'intérêt sont plus élevés. Ben, si je comprends pas ça, je suis aussi bien d'ignorer cette industrie-là et d'aller sur quelque chose que je comprends un peu plus. Très bien. Alors, on va regarder ces deux exemples de sociétés. Quelles sont les similitudes et quelles sont les différences qui vous sautent aux yeux? Oui, donc on a pris deux entreprises, compagnie A, compagnie B, donc on n'ira pas dans les détails de dire, ah, il faut absolument acheter une entreprise qui se transige. Deux entreprises qui sont justement dans la distribution, la génération d'électricité. Quelque chose d'assez simple, on a besoin d'électricité au Canada, donc on a l'entreprise A qui va être vraiment basée, ce qui est un modèle classique, donc, qui va avoir un certain comme un genre de monopole sur une région. Et ces monopoles-là, ben, ils vont être régis, dans le fond, par une régie de l'énergie. Donc, à chaque fois qu'on veut augmenter les taux, les prix à nos clients, on doit négocier avec la régie de l'énergie pour savoir ben, qu'est-ce qui est raisonnable. Donc, il y a un certain équilibre qui va être géré à ce moment-là. Le gros avantage de ce genre de modèle d'affaires-là, c'est vraiment d'avoir une stabilité. C'est facile de prédire dans l'avenir la rentrée de fonds. Donc, on sait déjà si on est habitué de toujours appeler les mêmes régies, de dire, ben, on sait que si on investit tant de milliards dans ce projet-là, ben, on sait déjà qu'ils vont nous permettre d'augmenter nos frais de peut-être de 8%. Et à ce moment-là, faire nos calculs. Donc, c'est un petit peu plus facile à gérer, mais la croissance est un petit peu moins là. Au niveau de la compagnie B, on a vraiment une compagnie qui est semblable, mais à 65% qui est avec des régies d'énergie. Le reste va être dans les énergies renouvelables. Donc là, on parle de solaire, on parle d'éolien, on parle d'hydroélectricité. Dans ces marchés-là, des fois, on peut justement avoir une pleine compétition, c'est-à-dire qu'on a plein de compétiteurs qui vont offrir l'énergie également. À ce moment-là, il faut être compétitif, il faut gérer un petit peu plus
nos budgets de façon un petit peu plus serrée, mais les perspectives de croissance sont un petit peu plus intéressantes. Donc déjà, en comprenant la différence entre ces deux modèles d'affaires-là, on voit déjà qu'il y en a un qui va tendre un petit peu plus vers la stabilité et l'autre vers un petit peu plus la croissance. Donc, si on reprend l'analogie avec l'équipe de hockey, ben là, on a peut-être la chance d'avoir peut-être un défenseur et un centre comme choix dans la construction de notre équipe. Parfait. Alors là, on va passer à la troisième étape de votre processus qui consiste à comparer la sécurité et la croissance attendue des dividendes des sociétés restantes sur la liste. Comment vous y prenez-vous? Ben, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, viser un haut taux de rendement de dividende peut être risqué. Je crois que c'est important d'avoir une certaine croissance. Donc, c'est le premier signe qui va me dire est-ce que la compagnie est sur le bord de couper son dividende ou pas. Ben, si l'entreprise, ça fait 20 ans qu'elle augmente son dividende à chaque année, elle a passé à travers des récessions, elle a passé à travers des crises de marché et elle nous a prouvé que son modèle d'affaires tenait la route, qu'il était capable de croître malgré les embûches. À ce moment-là, déjà, je vais me sentir beaucoup plus en confiance. En plus de regarder la croissance du dividende, je vais aussi regarder les ratios de distribution de dividendes. Donc, la capacité de l'entreprise à payer ces dividendes-là dans le futur. Ce ratio-là peut être calculé de différentes façons, mais ultimement, ce qu'on va regarder, c'est la portion soit de profit, soit de fonds générés, donc les cash flows, qui vont être utilisés pour payer les dividendes. C'est certain que si on a un ratio qui est en haut de 100%, ben, je vais pas nécessairement enlever cette entreprise-là tout de suite de mes recherches, mais je vais commencer à faire des recherches un petit peu plus approfondies pour savoir pourquoi. En règle générale, on veut avoir des ratios de distribution qui sont en bas de 100%, mais dans certains cas, ça peut être normal qu'ils soient plus élevés, mais c'est sûr qu'à la base, ça nous dit, ah, l'entreprise dépense 120% de ses profits en dividendes. Ben forcément, ça veut dire que le dernier 20% qui manque, il faut qu'elle l'ait financé. Ça veut dire qu'il y a probablement qu'elle elle rajoute de la dette pour payer son dividende. C'est pas exactement un modèle qui va marcher à très long terme. Donc, à ce moment-là, si on voit une entreprise, parce que des fois, ça va arriver, on voit une entreprise que ça fait 10 ans qu'elle augmente son dividende, mais en même temps, ça fait 10 ans que les ratios sont en haut de 100%. Ça veut dire qu'il y a une façon de calculer ça de différentes façons et à ce moment-là, il faut aller faire un petit peu plus de recherche. De là, comprendre les modèles d'affaires en premier lieu et ensuite de ça, pouvoir regarder et être capable de dire cette entreprise-là a des bons ratios de distribution, elle a une croissance des dividendes, donc je suis à l'aise. Je sais que dans les prochaines années, normalement, le dividende devrait rester en santé et devrait augmenter également. Merci beaucoup pour toutes ces informations, de regarder les ratios. Et donc, qu'est-ce que ces mesures vous disent sur nos deux sociétés? Donc, en premier lieu, quand on regarde la croissance des deux entreprises, on voit clairement qu'il y en a une qui va croître un petit peu plus rapidement, donc 55% sur les 5 dernières années pour la compagnie B, donc la même qui a justement les facteurs de croissance dans l'énergie renouvelable, qui va acquérir un petit peu plus de compétiteurs, donc plus un modèle d'affaires visé vers la croissance. Et de l'autre côté, on voit encore que déjà, on commence à valider notre défenseur défensif vraiment, parce qu'on a une augmentation des dividendes, mais un petit peu moins généreuse, donc 26% au cours des 5 dernières années, mais beaucoup plus stable, donc pratiquement la même augmentation à chaque fois. Donc, dans les deux cas, ce qu'on peut en conclure, c'est que, après ma barre, les deux dividendes semblent en santé, semblent relativement sécuritaires. Et par la suite, ce qu'on va aller voir, c'est les ratios. Au niveau des ratios, j'utilise deux types de ratios pour pouvoir m'aider à regarder un peu comment les compagnies sont en mesure de payer ou pas leurs dividendes. Ici, on a le classique ratio des distributions qui est en fonction des profits par action et également le cash payout ratio, donc en fonction des fonds générés par des opérations. Dans les deux cas, c'est quand même assez étrange comme ratio. On peut voir qu'on a des ratios des fois négatifs, des fois des ratios en haut de 100%. Et c'est là vraiment l'importance de comprendre les modèles d'affaires et de comprendre les calculs en arrière de ça. Parce que souvent, on va regarder ces ratios-là et on va dire, oh, OK, non, moi, c'est pas des ratios que j'aime. Les dividendes ne devraient pas être en sécurité et puis j'aime pas ça du tout. Mais en réalité, quand on regarde compagnie A, dans cet exemple-là, ça fait presque 50 ans qu'il augmente son dividende. Comment ils peuvent faire avec des drôles de ratios? Mais quand on se rend compte un peu plus loin, c'est qu'on voit les compagnies d'électricité doivent dépenser énormément de capitaux
pour générer leur projet. Donc, on s'entend, si on veut faire un parc éolien ou on veut faire une centrale électrique, c'est pas à coût de millions, c'est à coût de milliards que c'est dépensé. Donc, c'est certain que ces entreprises-là vont avoir recours à beaucoup de dettes ou ils vont émettre d'autres actions pour pouvoir financer leur projet. Dans les calculs de ratio, la dette n'est pas tenue en cours. Donc, si une entreprise dit parfait, moi, je veux dépenser 10 milliards cette année, puis je vais financer ça avec 8 milliards de dettes, dans mon calcul de ratio de dividende, je ne vois pas le nouveau 8 milliards de dettes qui est ajouté pour financer les dépenses. Je vois simplement les dépenses qui sortent. Donc, c'est certain que l'entreprise n'a pas les moyens de payer un dividende et de payer les projets, de financer ces projets en même temps à même ces fonds générés par l'entreprise. Elle doit avoir besoin de financement. Donc, quand on comprend ça, puis on va regarder un peu plus loin dans les présentations des investisseurs, on réalise que les taux de ratio de distribution doivent être ajustés en fonction de ces dépenses-là, parce que dans le fond, eux, c'est pas vraiment une dépense, c'est un investissement pour le futur. Donc, si on crée une centrale hydroélectrique, on sait que ça va coûter très, très cher au début, mais ça va générer des rendements pendant des dizaines d'années. Donc, à ce moment-là, on voit que ça vaut la peine de prendre une dette pour financer ce projet-là, puis on va éventuellement rentrer dans notre argent. Donc, en regardant un petit peu plus de façon approfondie, on se rend compte que les deux entreprises ont des dividendes qui sont en croissance et qui sont très sécuritaires. Merci beaucoup. Je pense que ça aide beaucoup de voir cet exemple-là. On va passer à la quatrième étape qui consiste à identifier les sources potentielles de croissance de la société. Pouvez-vous nous donner quelques vecteurs de croissance qui vous plaisent? Oui, pour moi, c'est très, très important de focuser sur la croissance pour les entreprises. Un peu comme si on bâtit une équipe de hockey. Moi, je trouve que la meilleure défense, c'est l'offensive. Donc, si on est capable de scorer 4-5 buts, forcément, on a plus de chances de gagner le match que d'essayer de les gagner à 1-0. Donc, c'est un peu la même affaire pour les entreprises. Si l'entreprise a le vent dans les voiles et ça va bien, ben forcément, même s'ils rencontrent une récession ou même s'il y a des problèmes au niveau de l'économie, ben, à ce moment-là, ils vont être quand même sur un air d'aller, ils vont être capables de passer à travers cette crise-là de façon plus facile. En termes de vecteurs de croissance, on va avoir des entreprises qui vont croître par acquisition. Donc, des fois, on va avoir des marchés qui sont très, très fragmentés, donc plein, plein, plein de petits compétiteurs. On peut facilement prendre des petites bouchées, acheter des compétiteurs, les ramener dans notre modèle d'affaires, les intégrer et aller de l'avant. On va avoir d'autres entreprises qui vont préférer investir dans la recherche et développement. On voit ça beaucoup dans les biopharma, par exemple. Donc, ils vont investir énormément, trouver des nouveaux vaccins, des nouveaux remèdes. Donc, à ce moment-là, ça va être là leur vecteur de croissance. On va avoir également des entreprises qui vont plutôt viser sur la croissance organique, donc croissance de la population. C'est un peu comme là, on regardait pour deux compagnies d'électricité. Ben, c'est certain que plus la population augmente, plus les besoins vont être grands en électricité. Donc, il va y avoir une croissance naturelle qui n'ont pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit, qui vont gagner cette croissance-là également. Donc ça, c'est plus pour les... Puis, encore là, une bonne façon d'y arriver, c'est d'investir massivement dans des nouveaux projets. Donc ça, c'est la majorité des vecteurs de croissance que je vais regarder. Merci beaucoup. Et pour la cinquième étape de votre processus, vous cherchez à comprendre les risques auxquels la société est exposée. Est-ce que vous pouvez nous indiquer certains des signes avant-coureurs qui éveillent votre méfiance? Oui, donc c'est toujours bien excitant hein, de faire nos recherches d'entreprise. On regarde les ratios sont bons, le dividende est bon, il y a plein de vecteurs de croissance, on est tout excités. Mais en réalité, il n'y a pas d'entreprise qui est parfaite. Chaque entreprise a des risques aussi. Donc, on a des opportunités, mais on a des risques. Parmi ces risques-là, ben, on va avoir justement, si l'entreprise dépense beaucoup en acquisition, ben, on a des risques d'intégration. Des fois, on pense acheter une bonne entreprise, puis un coup qu'on l'intègre, ça va pas comme qu'on pensait, on sauve pas d'argent, ça nous coûte plus cher, on perd du talent à l'extérieur. Donc, on a des risques aussi liés aux acquisitions. Le ratio d'endettement, c'est certain. Donc, une entreprise qui prend de plus en plus de dettes, et particulièrement présentement avec les taux d'intérêt qui augmentent, ben, si on n'est pas capable de générer autant de ventes qu'on pensait, ben, on va avoir de la misère à payer ces dettes-là. On peut avoir la compétition également. Donc, dans certains marchés, on va avoir, si on prend par exemple le marché des épiceries, ben, forcément, les gens, ils vont aller faire leur épicerie, mais ils ne peuvent pas manger 4 fois plus que ce qu'ils mangent.
Donc, ils vont choisir l'épicerie qu'ils préfèrent. Donc, la compétition, elle est très, très féroce entre les épiciers. Donc, on va y aller avec des promotions. On va peut-être heurter un peu nos prix, des choses comme ça, pour être capable d'attirer le plus de clients possible. Donc, l'entreprise qui va avoir de la misère à avoir un bon système de promotion va peut-être avoir également de la misère à continuer à croître dans un domaine comme ça. Donc, il faut faire vraiment attention à ce genre de risques-là. Le risque de taux d'intérêt qui augmente également sont super importants présentement. C'est certain que ça crée beaucoup d'instabilité dans le marché. Oui, je pense que c'est important de comprendre les risques, comme ça on sera moins surpris si ça ne va pas du côté qu'on espérait. Alors, si on revient à nos deux exemples de société, que pensez-vous de leurs facteurs de croissance et de risque? Donc, au niveau de la croissance, ben, au niveau de la compagnie A qui est un peu plus mature, donc vraiment, c'est un peu ce que j'expliquais tantôt, on va investir massivement, ce qui va générer des augmentations de frais au niveau des clients avec les régies d'énergie, donc ça, c'est une bonne chose. Et aussi, on va pouvoir avoir l'aide de la population qui grandit. Donc, ça va pas être une croissance fulgurante, mais une croissance relativement stable. Au niveau de la compagnie B, ben là, on va acquérir beaucoup de compétiteurs. Donc, c'est certain que si on a un modèle d'affaires qui fonctionne puis qu'on l'a prouvé dans le passé, c'est super intéressant parce que ça va beaucoup plus vite d'acquérir des clients que d'essayer simplement d'attendre qu'une nouvelle rue se construise puis qu'il y ait des nouvelles personnes qui veulent se brancher à notre réseau électrique. On va également bénéficier de la croissance de la population quand même et l'énergie renouvelable, super intéressant. On sait que c'est très à la mode, c'est très demandé. On a une volonté politique de se diriger vers ce type d'énergie-là. Donc encore là, beaucoup de croissance à venir. Encore, c'est toujours du potentiel. Hein, on parle, c'est pas nécessairement sûr qu'ils vont réussir, mais Compagnie B semble avoir un petit peu plus de croissance que Compagnie A dans les prochaines années. Et là, on est à notre sixième et dernière étape de votre processus. Vous comparez les évaluations des actions qui restent dans la liste. Il y a beaucoup de façons d'évaluer une société. Lesquelles préférez-vous? À la base, je suis pas quelqu'un qui est un grand fan des méthodes d'évaluation, pour être honnête. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs autonomes qui adorent utiliser leur chiffrier Excel et qui calculent. Mais en réalité, si on prend 10 analystes financiers qui sont tous des CFA, qui ont accès à plein de ressources, plein de banques, qui peuvent même appeler les hauts dirigeants au téléphone puis poser leurs questions, ben, si on prend 10 analystes financiers et on leur demande de donner une valeur à la compagnie A, ils vont avoir 10 chiffres différents. Donc, si ces Oui. gens-là, avec presque expérience illimitée, des ressources illimitées, des fois, ils ont des équipes de ressources, des équipes de recherche en arrière d'eux, s'ils ne sont pas capables de s'entendre sur la valeur d'une action, comment vous et moi, le dimanche matin, avec notre café, on est capable d'avoir une bonne valeur? Le problème, c'est que peu importe le modèle qu'on veut utiliser, ce modèle-là va être aussi bon que les chiffres qu'on rentre dans le modèle, donc toutes nos attentes, nos expectatives de rendement. Et ces chiffres-là, ben on espère que ça va se produire, mais en réalité, on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans 6 mois. On a eu un très bon exemple avec la pandémie. Je pense qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand investisseur qui en janvier 2020 avait prévu que ça allait arriver. Donc encore là, très difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et chaque itération dans un modèle peut faire la différence entre une action qui semble être le deal du siècle ou une action qui est grandement surévaluée, simplement parce qu'on a changé un chiffre de pourcentage dans nos calculs. Donc, à la place, ce que j'aime faire, c'est de comparer comment le marché évalue ces entreprises-là au fil du temps, et spécialement quand on a deux entreprises dans le même secteur. Donc, on peut voir à ce moment-là s'il y a une entreprise qui offre une prime de risque ou si elle est plus basse. Donc, le premier facteur que je vais regarder, c'est un facteur qui est classique, donc le prix sur action, donc le P/E ratio. Ce qu'on va regarder ici, c'est dans le fond simplement le ratio court-bénéfice. Et en règle générale, pour une entreprise, spécialement pour les entreprises qui paient des dividendes, vont être un petit peu plus matures que des entreprises qui sont jeunes et qui sont en pleine croissance. Le marché va donner à peu près la même évaluation année après année, à moins qu'il y ait des gros changements. Donc, on va aller voir quelque chose qui est un petit peu plus stable dans le temps. Et si à un moment donné, on a une grande variation du ratio court-bénéfice, ben, ça nous donne une indication qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau soit de l'économie ou soit de l'entreprise au niveau de son modèle d'affaires. Et c'est là que c'est une belle occasion de regarder est-ce qu'on a une opportunité de marché
ou est-ce que vraiment l'entreprise, elle commence simplement à décliner et puis à ce moment-là, le ratio de coût-bénéfice s'emballe et puis le marché n'est plus vraiment intéressé. Donc, on regarde vraiment sur les tendances 5 à 10 ans pour voir elle est où cette moyenne-là. Puis à ce moment-là, ça nous donne une bonne indication s'il y en a une des deux entreprises qui a l'air de meilleur marché qu'un autre. L'autre façon que j'utilise, c'est sensiblement la même technique, donc sur 5 à 10 ans, mais c'est pour le taux de rendement de dividende. Donc, à ce moment-là, je vais voir un peu similaire. Le marché va avoir tendance à dire, ah, ce titre ABC paye en règle générale, va payer un 3% de dividende. Donc, au fil du temps, ce 3%-là ne va pas bouger beaucoup. Ça va être très rare qu'on va avoir une entreprise qui va passer de 3% à 8% ou de 3% à 1%, à moins qu'il y ait un changement majeur dans la structure de l'entreprise. Donc, à ce moment-là, ça nous donne encore là une bonne indication de dire, ah, je vais aller regarder les états financiers dans ces périodes-là pour voir c'est quoi les changements qui ont forcé le marché à réévaluer cette entreprise-là. Quand on regarde deux entreprises, une en face de l'autre, c'est encore plus facile justement de déterminer s'il y en a une qui dit, ah, ben, on a une évaluation qui est beaucoup plus stable dans le temps ou quelque chose qui va être varié beaucoup et peut-être créer des opportunités à cause de cette volatilité-là. Parfait. Et qu'est-ce que les méthodes d'évaluation vous disent pour nos deux sociétés? Ben, quand on regarde au niveau du ratio court-bénéfice, on a un ratio qui est beaucoup plus stable pour la compagnie A, autour de 22 fois les profits, tandis que la compagnie B, on voit que ça bouge énormément et dépendamment, on voit beaucoup de lignes qui montent très haut ou qui descendent très bas. Ces lignes-là, c'est dans le fond, à chaque fois qu'il y a un trimestre qui arrive, les chiffres changent et comme c'est une entreprise, on le répète, qui a beaucoup de focus sur les acquisitions par action, les acquisitions d'entreprise, on va avoir des changements majeurs dans le bilan, on va avoir des changements majeurs dans les profits, des fois parce qu'on va avoir dépensé énormément, il va y avoir une charge d'amortissement qui va arriver. Donc, un petit peu plus difficile d'avoir quelque chose qui est plus stable. Et également, ben là, présentement, le ratio court-bénéfice est beaucoup plus élevé. Donc, on a vraiment le choix entre une compagnie qui est beaucoup plus stable et qui est peut-être pas nécessairement l'entreprise qui va générer le plus de profit, mais qui va peut-être nous donner le moins de mal de tête. Quand on regarde au niveau du taux de rendement des dividendes, on a quelque chose qui est un petit peu plus sensible, qui ressemble un peu à ça aussi. Donc, on va avoir l'entreprise A qui va payer un 3,5, des fois 4, des fois 3% de taux de dividende. L'autre, on se rapproche de 5%, donc plus généreux, mais probablement avoir un petit peu plus de risque, un peu plus de volatilité. Donc, c'est vraiment là qu'on voit, bon, on en a un qui est vraiment stable et l'autre qui va peut-être donner plus de croissance, mais aussi va vous donner quelques mots de tête. Merci. Et je pense que le graphique nous aide vraiment à illustrer ces différences-là. Alors, on en arrive au verdict. Quels autres éléments pourraient vous aider à choisir les meilleures actions pour votre portefeuille? Ben, je vais prendre les 6 facteurs qu'on a parlé aujourd'hui, je vais les mettre dans un graphique et là, je vais pouvoir les mettre côte à côte pour voir lequel des deux entreprises va être la meilleure en termes de performance, mais aussi qui va correspondre le mieux à mon profil d'investisseur. Parce que c'est une chose de dire je veux faire le plus d'argent possible, mais peut-être qu'on ne veut pas cette volatilité-là non plus. Puis prendre la compagnie qui est plus mature, qui est plus stable, va parfaitement rentrer dans notre stratégie d'investisseur. Donc, en alignant les deux, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on va avoir une entreprise qui est un petit peu plus solide, mais un petit peu plus mature au niveau de la compagnie A. Donc, triangle des dividendes un petit peu plus solide. On va avoir un petit peu plus de sécurité au niveau du paiement de dividendes. Au niveau des facteurs de croissance, ça va être moins intéressant, mais les facteurs de risque vont être moins là. Tandis que la compagnie B, on se dit, ben, celle-là, certainement, on pourrait scorer 35 buts avec celle-là, mais peut-être aussi qu'on va en scorer 15 parce que plus de chances de se blesser au fil de la saison. Donc, c'est vraiment de comprendre la différence parce qu'au final, dans ces deux entreprises-là, quand on la regarde, parce qu'on a fait un bon tri à la base, on a deux belles entreprises. On a deux entreprises qui pourraient très, très, très bien faire le bonheur de plusieurs investisseurs dans leur portefeuille, mais on va avoir également certains facteurs qui vont faire une grosse différence. Donc, quelqu'un qui va être très motivé par investir vert, investir dans des énergies renouvelables, va probablement être beaucoup plus tenté d'aller vers la compagnie B qui a déjà 35% de ses revenus qui vont être générés par ce genre d'énergie-là et qui veut augmenter cette part-là dans son modèle d'affaires versus la compagnie A qui est un peu plus stable, mais qui n'est pas nécessairement, va définitivement aller dans cette tendance-là parce que c'est vraiment la tendance au niveau de l'énergie, mais il ne va pas nécessairement être un chef de file. Donc, dépendamment du type d'investisseur, ça devient très clair
quelle entreprise on veut dans notre portefeuille et laquelle on va faire ah non, celle-là est vraiment pas pour moi et je vais aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on est capable de prendre une décision plus éclairée, mais aussi plus convaincue. Quand on est en confiance avec les décisions qu'on a prises, on va pas regarder la semaine d'après ou le mois d'après, c'est quoi le titre, ah, il a monté de 10%, il a baissé de 10%, est-ce que je devrais vendre? Non, on a fait notre recherche, on est convaincu de ce titre-là, puis on ne l'achète pas pour les 10 prochains mois, mais vraiment pour les 10 prochaines années. Donc, un coup qu'on a vraiment établi ce processus-là d'achat à la base, on ne devrait pas revenir à chaque trimestre ou à chaque année, dire, oh, est-ce que je vais vraiment vendre cette entreprise-là? On peut la suivre. Moi, ce que je fais souvent, c'est que tous les trimestres, je regarde les entreprises, mais je ne regarde pas le rendement qu'ils me donnent. Je regarde plutôt ma thèse d'investisseur, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles j'ai acheté cette entreprise-là. Si les raisons sont encore là, ça se peut que le prix de l'action ait descendu, mais qu'il ait augmenté ou qu'il ait descendu, c'est juste le marché qui crée du bruit et qui crée de la confusion. Si l'entreprise continue de bien aller, j'ai aucun problème à la garder pendant plusieurs années parce que je le sais que les revenus sont en croissance, les profits sont en croissance et le dividende augmente également. Le prix de l'action va éventuellement suivre. Merci beaucoup, Mike, de nous avoir présenté votre processus d'évaluation. C'était passionnant. Je suis sûre que les gens qui sont là ont plein de choses à vous demander. Alors, on va passer à une séance de questions-réponses en direct. À tout de suite.